C'est le temps de l'actualité sur MTV+, à la une de cette édition. Côte d'Ivoire à Abidjan se transforme pour une meilleure mobilité urbaine. En Afrique, le choléra continue de faire des ravages avec une forte hausse des décès en 2023. Enfin, Chine, Antonio Guterres plaide pour la restructuration de la dette africaine. Bienvenue Côte d'Ivoire à Société. Suite aux nombreuses critiques et plaintes faites par les Ivoiriens quant à l'homosexualité en Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement Mamadou Touré a réaffirmé à l'issue du Conseil des ministres que le mariage entre un homme et une femme est le seul reconnu en Côte d'Ivoire. Il a précisé que la législation en vigueur ne reconnaît aucune autre forme d'union, soulignant ainsi la position ferme du gouvernement sur la question de l'orientation sexuelle et des droits matrimoniaux en Côte d'Ivoire. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs qui faisaient référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord c'est le principe donc, de l'état de droit, donc qui protège tous les citoyens, et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale, qui est la Constitution, et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Toujours en Côte d'Ivoire, les autorités poursuivent des projets ambitieux pour améliorer la mobilité à Abidjan avec la construction de nouvelles routes et l'extension des transports en commun. Ces initiatives visent à moderniser la capitale économique, à fluidifier le trafic et à moderniser les infrastructures urbaines. Transformer la ville d'Abidjan et faire de la mobilité urbaine une réalité face à l'urbanisation galopante. C'est cela l'objectif visé par les autorités ivoiriennes. Cette ambition de redorer l'image de la ville d'Abidjan se concrétise par la construction d'autoroutes, ponts et échangeurs. La ville d'Abidjan vient d'être dotée de plusieurs nouvelles infrastructures, outre le dernier ouvrage ouvert à la circulation, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe. Citons la voie de contournement d'Abidjan Y4, les 4e et 5e ponts d'Abidjan. Avec toutes ces réalisations, Abidjan est toujours en chantier. C'est le cas des échangeurs en construction au niveau du carrefour Akwaba ou encore sur le boulevard Germain Kofi Gado, ex-boulevard François Mitterrand. Tous ces travaux font partie du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Sur ce boulevard Oufo-Boigny, tous les carrefours se trouvaient à niveau, ce qui fait que ça crée beaucoup d'embouteillages, donc de congestion aux différents croisements. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'ouvrages ont décidé d'être faits. Autant d'infrastructures routières pour fluidifier le trafic dans le Grand Abidjan. Si vous allez vers l'aéroport, actuellement il y a l'échangeur d'Akwaba qui est en train d'être fait. Qui est prévu finir fin novembre. On a décidé donc de déniveler tous les carrefours, fluidifier le trafic pour ceux qui vont soit au plateau ou qui vont vers l'aéroport. À l'école de police, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. L'échangeur de la Riviera 2 est déjà fait. À la Riviera 3, vous voyez qu'il y a un autre échangeur qui est en train d'être fait. À la Riviera Palmeraie. Après, vous arrivez à Faya. On a quasiment terminé l'ouvrage. Il va rester que l'ouvrage d'Abata. Donc, quand vous allez sur le boulevard anciennement Mitterrand, aujourd'hui Kofi Gado, pour aller vers Bergerville, tous les carrefours seront dénivelés. Sur le délai de la réalisation des travaux, le ministre rassure. Malheureusement, on ne peut pas manger des omelettes sans casser les œufs. Le temps des travaux, mais là les travaux sont terminés, on pense qu'il va y avoir beaucoup de soulagement. À Akwaba, tout le monde voit l'ouvrage en train de se dresser dans quelques temps. Je pense que les Ivoiriens pourront circuler de façon aisée. Les populations souhaitent quant à elles la fin des travaux dans les plus brefs délais afin de pouvoir bénéficier de ces routes dans leur quotidien et vaquer paisiblement à leurs occupations.
Le premier lot de 100 000 doses de vaccin MVA-BN contre la variole du singe fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic et donné par l'Union européenne est arrivé à Kinshasa. 100 000 autres doses sont prévues pour ce samedi. 100 000 doses de vaccins contre la variole sont arrivées en République démocratique du Congo. Il s'agit du premier lot d'injection MVA-BN donné par l'Union européenne. Nous livrons aujourd'hui 100 000 doses de vaccins qui arrivent à 12h10 à l'aéroport de Kinshasa, donc des vaccins Mpox. Samedi, à 12h10 également, il y aura un autre vol avec 100 000 doses additionnelles. Donc c'est 200 000 premières doses qui arrivent en République démocratique du Congo pour répondre à la crise Mpox. Donc 2 semaines après avoir eu une déclaration par Africa CDC et l'OMS d'une urgence sanitaire continentale et internationale, nous répondons à la demande en apportant les vaccins qui étaient disponibles pour pouvoir vacciner la population à risque. Environ 3 000 doses de vaccins contre la variole ont été promises par des partenaires occidentaux tels que l'Union européenne et les États-Unis. Cela représente moins de 15% des 3 millions de doses qui, selon les autorités, sont nécessaires pour mettre fin aux épidémies de variole au Congo. En Ouganda, le projet pétrolier de Total en zone de Kingfisher est plongé dans la tourmente. De nombreuses femmes dénoncent des violences sexuelles, des menaces et des intimidations perpétrées par des soldats dans la région. Ces accusations mettent en lumière des conditions alarmantes autour de ce grand projet énergétique, soulevant des questions graves sur la sécurité et les droits de l'homme. C'est un désastre en matière de droits de l'homme. C'est ainsi que Climate Rights International qualifie le projet pétrolier de Total en Ouganda. Selon ses défenseurs du climat, il est entaché de violences sexuelles, d'expulsions forcées et d'atteintes à l'environnement. Le rapport a répertorié des victimes dans la région de Kingfisher. Plusieurs d'entre elles, sous pression et intimidées par les pétroliers, ont été obligées de donner leurs terres sans grande compensation. Depuis le début du projet, les bateaux de pêche, qui constituent la principale activité économique de la région, sont régulièrement saisis ou incendiés par l'armée. Par ailleurs, de nombreuses femmes ont fait état de violences sexuelles, de menaces, d'intimidation de la part de soldats, mais aussi de pétroliers opérant sur ce champ. L'investissement de 10 milliards de dollars comprendra des centaines de puits de pétrole, des centaines de kilomètres de routes, de camps et d'autres infrastructures, ainsi qu'un oléoduc de 1443 km, le plus long oléoduc de pétrole brut chauffé au monde. On estime que 246 000 barils de pétrole couleront chaque jour pendant les 25 années d'exploitation prévues. Le manque d'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un facteur clé de l'épidémie du choléra sur le continent africain. Le bilan fait état de 4 000 morts en 2023, soit une augmentation de 75% l'an dernier. Le choléra tue de plus en plus. En 2023, les décès liés à l'épidémie ont augmenté de 71%. Cette maladie a causé plus de 4 000 morts l'année dernière, notamment en Afrique, où les cas ont bondi de 125%. Aujourd'hui, l'OMS a publié de nouvelles données sur le choléra pour 2023, montrant une augmentation des cas et des décès. Le nombre de décès dus au choléra signalés l'année dernière a augmenté de 71% par rapport à 2022, et le nombre de cas a augmenté de 13%. Jusqu'à présent, cette année, plus de 342 000 cas et 2 400 décès ont été signalés à l'OMS dans toutes les régions. Selon l'OMS, la demande de vaccins a explosé entre 2021 et 2023. L'année dernière, 36 millions de doses ont été produites, mais cela ne couvre que la moitié des besoins mondiaux. La crise mondiale du choléra a provoqué une grave pénurie de vaccins contre le choléra. Entre 2021 et 2023, plus de doses ont été demandées pour répondre aux épidémies que durant toute la décennie précédente. Environ 36 millions de doses ont été produites l'année dernière, soit seulement la moitié des quantités demandées par 14 pays touchés. Le choléra est une maladie intestinale qui se transmet par l'eau et la nourriture contaminée. Les populations sans accès à l'eau propre et à un bon système d'assainissement sont les plus touchées.
En Europe, ce jeudi 5 septembre 2024, de fortes précipitations ont ravagé le nord de l'Italie, causant des dégâts importants dans plusieurs régions. Les autorités locales sont mobilisées pour gérer la situation d'urgence et apporter une aide aux zones touchées. Une vague de violentes tempêtes de pluie s'est abattue sur certaines régions du nord de l'Italie ce jeudi. Sur ces images amateurs tournées près de Turin, un torrent en crue a renversé un tracteur et emporté un agriculteur. Les sauveteurs sont toujours à sa recherche. Une rivière a aussi débordé dans le Val di Susa, provoquant l'effondrement de 2 ponts, bloquant une route provinciale et isolant une 60aine de personnes dans 2 villages. 2 autres régions du Nord, la Lombardie et la Vénétie, ont été touchées par des inondations généralisées. Celles-ci ont causé des dégâts et des perturbations, notamment à Milan. Dans la capitale économique du pays, la journée a été compliquée dès le matin. Les pompiers ont déclaré avoir répondu à des dizaines d'appels pour sauver des personnes coincées dans leur voiture, dans des passages souterrains inondés et pour pomper des sous-sols remplis d'eau. Certains services de métro ont dû être suspendus en raison des inondations. Les scientifiques avertissent depuis quelques années que la crise climatique augmente la fréquence et la violence de ces phénomènes, tels que les vagues de chaleur, les sécheresses et les inondations. L'Italie, qui n'a pas été épargnée cette année, a vécu un été très chaud et souffert d'une grave sécheresse, notamment en Sicile et en Sardaigne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé hier jeudi une restructuration de la dette africaine à ce sommet sino-africain qui se tient en ce moment même à Pékin. Il a également proposé des réformes profondes du système financier international. Suivons cet élément pour plus de détails. Un changement accru du système financier international, c'est ce que propose Antonio Guterres. Pour le patron de l'ONU, cette initiative est nécessaire pour soutenir les pays en développement dans un contexte financier morose. Il s'exprimait jeudi à Pékin au sommet sino-africain. Nous proposons des réformes profondes du système financier international, obsolètes, inefficaces et injustes, ainsi qu'une relance des ODD pour fournir aux pays en développement les liquidités dont ils ont besoin, tout en recherchant des solutions à moyen et à long terme. Grogne sociale et crise climatique, entre autres, des pays africains peinent à financer leur résilience alors qu'ils croulent sous le poids de la dette. Aussi, Antonio Guterres plaide-t-il pour sa restructuration. Pendant ce temps, de nombreux pays africains sont embourbés dans la dette et luttent pour investir dans le développement durable. Nombre d'entre eux n'ont pas accès à un allègement efficace de la dette, bénéficient de ressources limitées et d'un financement concessionnel nettement insuffisant pour répondre aux besoins fondamentaux de leur population et la protéger des ravages d'une crise climatique qu'ils n'ont pas contribué à créer. À Pékin, les dirigeants africains sollicitent l'aide de la Chine pour développer leurs exportations agricoles et industrialiser leurs économies. En sport, pour la première fois depuis des années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne figurent pas parmi les nominés au Ballon d'Or 2024. La liste des candidats révèle un nouveau visage pour le prestigieux prix, laissant présager une compétition encore plus ouverte et imprévisible. Vinicius Junior, Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Ces talents du Real Madrid figurent parmi les nominés pour le Ballon d'Or 2024. Publié mercredi. Une liste qui comprend aussi Erling Haaland de Manchester City et Harry Kane du Bayern Munich, entre autres. Au total, 30 joueurs tenteront de succéder à l'inépuisable Lionel Messi. Le vainqueur de l'édition 2023 et détenteur de 8 ballons d'or n'est pas en lice. La faute sans nul doute à la nouvelle génération de footballeurs. L'éternel rival de Lionel Messi pour ce prix, le Portugais Cristiano Ronaldo, est aussi absent. C'est la première fois depuis 2003 qu'aucun des 2 joueurs ne figure sur la liste du Ballon d'Or. C'est avec cette info sport que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, chers fidèles téléspectateurs de Miracle TV+, à la réalisation, Monsieur Beniakou Georges. Je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.